Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. On est très content de participer à votre riche programme. Et voilà, le point commun entre les 4 intervenants d'aujourd'hui, c'est qu'on a tous contribué à cet ouvrage qui est un dictionnaire genre et sciences politiques, concept, objet, problème, qui est paru l'an dernier. Voilà, dans lequel on a essayé de faire le bilan de tout ce que le genre faisait à la science politique. Mais on ne va pas vous parler directement de ça, ni d'épistémologie. On a plutôt choisi 4 thèmes pour éclairer les rapports entre genre et politique, et donc genre sans S, le genre plutôt comme système de bicatégorisation hiérarchisée entre les hommes et les femmes et entre les valeurs et pratiques qui leur sont associées. Voilà, donc le programme a été annoncé, c'est parfait. Et donc moi je vais vous parler de genre et de représentation politique, et je vais mettre en route mon chrono pour essayer de ne pas dépasser. Alors, les constats initiaux globaux que l'on peut dresser aujourd'hui en 2014, c'est que ces dernières décennies, la représentation politique des femmes a fortement progressé à l'échelle mondiale. On trouve donc en moyenne en 2014 22% de femmes dans la chambre basse ou dans la chambre unique des parlements nationaux. Ce sont les données tenues à jour assez systématiquement par l'Union interparlementaire, disponibles en ligne. Et ce qui caractérise cette question de la représentation politique des femmes depuis les années 90, c'est très clairement le développement incroyable des quotas électoraux favorisant l'accès des femmes au mandat politique. On estime qu'il y a environ la moitié des États qui ont adopté des quotas électoraux depuis les années 1990. Donc la grande spécialiste de ces questions dans une dimension mondiale et comparée, c'est Jude Daderup. Voilà, le classement mondial aujourd'hui, c'est toujours numéro 1 le Rwanda, numéro 2 Andorre, 3 Cuba, 4 Seychelles, 5 Suède, 6 Sénégal et 7 Finlande. Voilà, je me suis arrêtée là. 13 Belgique, bon classement, avec 39,3% donc pour le Parlement, 50 pour la Chambre, 50% au Sénat, et la France 48e, un peu moins bien, beaucoup moins bien, 26% à l'Assemblée nationale, 25% au Sénat. Et je vais essayer ensuite d'expliquer pourquoi. Alors vous voyez, au sommet de ce classement mondial, on a 2 types d'États, de pays. Les pays nordiques qui ont eu une progression beaucoup plus précoce et régulière de la part des femmes dans le Parlement, et souvent sans mesures coercitives ou légales, plutôt sous des contrats partisans, intrapartisans, volontaires, avec une logique de concurrence entre partis. Lorsqu'un parti établissait un quota à 30%, un autre pouvait renchérir, etc. Donc ça, c'est une voie de progression, celle qui caractérise plutôt les pays nordiques. Et puis, deuxième catégorie, plus récente, des pays africains, sud-américains, européens, qui ont connu, eux, une progression soudaine et brutale de la part des femmes, là, sous l'effet de quotas légaux ou de sièges réservés. Donc là, on a vraiment 2 logiques différentes, des trajectoires spécifiques des États et de la configuration sociale et politique, avec le nouveau référentiel international égalitaire promu par les organisations internationales. Alors, je fais un petit focus sur France et Belgique. Donc vous l'avez vu, la France est très loin dans le classement et elle a quasiment pas bougé en dépit de l'introduction des lois sur la parité. Le premier pays à avoir adopté des quotas légaux, c'était l'Argentine en 1993, suivi donc de près par la Belgique en 1994. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a une spécialiste, donc s'il y a des questions sur les quotas en Belgique, on a la chance d'avoir une spécialiste dans la salle qui pourra répondre bien plus précisément que moi. Et la France, finalement, en 2000, a été le premier pays à adopter une loi fondée sur l'application du principe paritaire, donc en disant... Jusque-là, on avait des quotas, et en France, comme on ne fait jamais comme ailleurs, on a inventé le principe paritaire. Enfin, on ne l'a pas inventé, mais c'était la première revendication d'une loi paritaire, révisée ensuite. Voilà. Alors, quelle est la différence entre parité et quota ?
aucune, en réalité. Enfin, voilà, le terme de parité, c'est voilà, le terme promu à l'ONU, puis au niveau de l'Union européenne, avec cette idée de partage à égalité du pouvoir. Mais c'est à peu près quand même le même objectif qui était poursuivi par l'introduction de quotas légaux ou même intrapartisans. Donc la différence est sémantique, symbolique et politique. Voilà. On pourra y revenir, mais en France, il était impossible de faire adopter des quotas légaux dans la République universaliste, etc. Donc c'est le terme de parité qui a été précieux pour revendiquer, pour essayer de modifier les règles du jeu politique. Alors, quelles sont les leçons de l'exemple français? Je vais surtout évidemment parler de ça, c'est l'exemple que je connais le mieux. Et quel impact a pu avoir la réforme paritaire sur le champ politique? Donc cette loi dite sur la parité a été votée en 2000 et son objectif c'était celui-là, hein, vraiment changer les règles du jeu politique. Cette loi elle est le résultat d'une forte mobilisation dans l'espace de la cause des femmes, étudiée par Laure Bérény dans la décennie 90, et puis elle a été précédée et accompagnée de nombreux débats théoriques autour du fonctionnement de la démocratie, et notamment du malaise de la démocratie française, etc. Donc c'est dans un contexte de crise, ou en tout cas présenté comme une crise de la représentation, du lien entre gouvernants et gouvernés, que la parité a été présentée comme un moyen de rénover la politique, de la réenchanter. Et donc, une des justifications de la parité qui l'a quand même un peu emporté dans les débats, c'était une vision différentialiste, hein, qui était de dire les femmes font de la politique autrement, et comme la politique va mal, leur entrée plus massive va la réenchanter. Et ça, cette vision-là a eu un effet ensuite dans la manière dont elle a été appliquée. Que peut-on dire depuis cette loi de 2000 et la modification constitutionnelle de 99? Ce qui est frappant, c'est que alors que ça a été extrêmement débattu, extrêmement conflictuel, depuis, parmi les professionnels de la politique, consensus favorable à la parité, remarquable. Et un pragmatisme des acteurs politiques qui ont su faire avec les nouvelles règles. Donc non seulement il y a un consensus apparent favorable dans les discours, et puis la loi elle-même a été depuis régulièrement renforcée, de plus en plus contraignante, elle touche de plus en plus d'assemblées, et son champ d'application a été élargi à d'autres espaces, les conseils d'administration des grandes entreprises, les bureaux des fédérations sportives. Voilà, on a un élargissement du champ d'application de la parité. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, pour les élections au mode de scrutin de liste, la parité est obligatoire et strictement alternée. Vous avez obligatoirement un homme, une femme, ou une femme, un homme, etc. Et en revanche, pour les élections législatives et les élections au scrutin uninominal majoritaire, ce sont des sanctions financières. La dotation publique des partis politiques est grevée en fonction de la différence. Voilà. Donc, scrutin de liste strictement obligatoire et sanctions financières pour les élections législatives. Voilà. Et depuis 2008 et 2011, on a appliqué la loi dite sur la parité aux grandes entreprises et à la fonction publique d'État, territoriale, hospitalière, et même à l'enseignement supérieur et à la recherche. Voilà. Donc ça, j'y passe vite, je préfère garder du temps pour la suite. Donc la question que je voudrais dérouler aujourd'hui, c'est est-ce que finalement le fait que tout le monde soit d'accord pour dire qu'il faut valoriser l'égalité des sexes, soutenir la cause des femmes, tous les partis politiques, y compris le parti d'extrême droite en France, le Front National, défendent cette idée-là aujourd'hui? Est-ce que l'application de la loi sur la parité, son renforcement continu, ça conduit tout cela à modifier durablement le recrutement du personnel politique, les modalités de carrière, les mécanismes de clôture du champ politique? Et voilà. La manière de poser la question, ça vous laisse supposer que je vais dire non, pas tout à fait, mais voilà. À partir de quoi je vais parler, c'est à partir d'une enquête collective au long cours sur la parité depuis 2001, avec des données statistiques et qualitatives, et puis surtout une enquête plus récente que j'ai menée avec ma collègue Sandrine Lévesque sur les élections municipales à Paris cette année, en 2014, et qui a donné lieu à une première publication d'un article dans Actes de la recherche en sciences sociales
en septembre. Voilà. Alors, la thèse qu'on y déploie, c'est qu'en réalité, le processus de féminisation des assemblées politiques liées aux lois sur la parité est parfaitement contrôlé et maîtrisé par les dirigeants des organisations partisanes. Ils ont tous su faire avec ces nouvelles règles, et ce contrôle passe par 3 mécanismes. Savoir jouer avec les règles, savoir afficher la parité, la mettre en scène, voilà. Et puis, 3e mécanisme, la co-construction des identités politiques qui explique l'impossible subversion des normes de genre dominantes et de l'entre-soi en politique. Donc c'est cela que je vais essayer de démontrer. Donc première dimension, comment les dirigeants des partis politiques savent faire avec les règles, avec les normes. Alors, bien sûr, il faut dire que la loi sur la parité, elle a quand même changé le paysage politique français, et notamment, elle a féminisé certaines assemblées. Mais elle n'a pas entamé l'emprise des hommes sur le champ politique, notamment qui continuent à tenir certains lieux de pouvoir. Et en réalité, plus les dispositifs sont contraignants, plus la proportion de femmes dans les assemblées augmente. À chaque fois qu'il y a une marge de manœuvre, elle a été exploitée par les dirigeants des partis politiques pour contourner l'esprit de la loi. Donc en réalité, si on regarde les assemblées les plus féminisées, on a aussi une idée du fait qu'elles sont plutôt moins valorisées dans la hiérarchie des positions politiques. Donc vous voyez ce graphe, je ne sais pas s'il est très lisible, mais en bas, là où les assemblées qui sont le moins féminisées, ce sont la tête des municipalités, des mairies. Seulement 16% aux dernières élections des communes de plus de 1000 habitants sont dirigées par des femmes. Et puis les conseils départementaux, qui étaient pendant très longtemps non concernés par les lois sur la parité. Un petit peu mieux juste au-dessus, un groupe avec Assemblée nationale, Sénat et intercommunalité, autour de 22-25%. Et finalement, les seules assemblées quasiment paritaires, ce sont les conseils régionaux, les conseils municipaux et la délégation française au Parlement européen. Des positions politiques qui sont moins valorisées dans les cursus classiques de la professionnalisation politique en France. Quels sont les autres usages qui conduisent un petit peu à contourner les contraintes de la loi? C'est le fameux plafond de verre dont parlera Laure tout à l'heure dans la haute fonction publique, mais qui existe là aussi. Elles sont dans les assemblées, mais elles ne sont pas la direction de ces assemblées. Je vais le montrer plus précisément. Et puis, donc, une division classique verticale, également horizontale. Il y a une incroyable inertie de la division sexuelle des délégations politiques. Elles sont toujours majoritairement cantonnées à des postes réputés féminins. Et ces deux répartitions, division horizontale et verticale, ça produit des effets sur la professionnalisation politique des femmes. Tant que vous n'êtes pas sur un poste réputé technique avec des compétences reconnues comme spécifiques, c'est plus difficile de le valoriser. Et tant qu'on continue à mettre les femmes dans des positions où elles sont censées mettre en œuvre juste leur qualité naturelle, elles ont plus de mal à le valoriser ensuite, puisque finalement elles sont du coup extrêmement interchangeables. Alors, j'avais mis quand même juste une petite précaution, c'est pas que du cynisme, c'est pas que de l'instrumentalisation, c'est aussi le produit de l'intériorisation par les individus de leur destin possible et probable. Beaucoup de femmes demandent la délégation des affaires sociales et culturelles et des affaires scolaires. Voilà. Donc le plafond de verre, juste quelques chiffres, donc je le disais à l'instant, 48% dans les régions françaises de femmes dans les conseils, mais 7%. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une région qui est présidée par une femme. Conseils généraux, 13% de femmes, 5% qui président. Les mairies, 40% de conseillères, 16% de maires d'élus. Donc c'est absolument flagrant. Division sexuée, juste un exemple. J'ai pris on a pris les délégations du Conseil de Paris, donc le Conseil de la capitale. Vous voyez, le premier adjoint, il est en charge de l'urbanisme, c'est un homme, de l'architecture, du projet Grand Paris, du développement économique. La première adjointe, des questions relatives à l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations.
Le deuxième homme, sport, tourisme. La deuxième femme, espace vert, nature, biodiversité. Voilà, ça peut paraître caricatural. Voilà, il y a une forte inertie toujours de... Alors, vous aurez toujours une ou deux exceptions, mais sur l'ensemble de la liste, c'est frappant. Donc, à Paris en 2014, l'enquête de cette année, qu'est-ce qu'on a pu constater en suivant plus en détail la campagne? C'est qu'il y a d'autres mécanismes qui permettent de contrôler la parité. C'est si vous êtes obligé de faire des listes strictement paritaires, certains hommes qui se retrouvent dégradés dans une position peut-être non éligible, désormais leur stratégie complètement assumée, c'est ils préfèrent emmener leur propre liste, au moins au premier tour, et après ils négocient avec la liste majoritaire de revenir entre les deux tours. Voilà. Donc la dissidence, c'est vraiment une stratégie masculine à 90%. Voilà, je ne voudrais pas... même si on avait le parti principal de droite et le parti principal de gauche dans la capitale qui annonçaient que pour la première fois dans les 20 arrondissements, ils avaient réparti 10 têtes de liste hommes et 10 femmes. Au final, quand même, on a eu que sur les 20 mairies d'arrondissement, 8 femmes élues. Voilà, donc ça serait un peu long d'expliquer comment ça se compte. Voilà, le premier mécanisme, on joue avec les règles du jeu et dès qu'il y a une petite marge de manœuvre, on l'exploite. Deuxième mécanisme, on va montrer les femmes, on va les mettre en scène pour mieux les contrôler. Alors voilà, je vous cite un extrait d'entretien avec une élue UMP, donc parti de droite, qui avait été élue au Conseil de Paris et qui a été réélue en 2014, et qui dit « On n'est pas tout égal en politique malheureusement. Si vous êtes un pot à tabac, vous ne partez pas avec les mêmes chances, avec les mêmes armes que quand vous êtes à peu près mignonne. C'est triste à dire car vous pouvez être un pot à tabac extrêmement intelligent, mais les hommes politiques, ils recherchent quand même aussi un look. Ils sont contents quand ils sont accompagnés d'une jeune femme jolie. » Voilà, donc on voit bien que même si les dirigeants des partis politiques savent faire avec les règles, ils vont mettre en avant leur bonne volonté paritaire et ils vont donc afficher des femmes politiques, si possible, jeunes et jolies. Dans la campagne parisienne, on a eu quand même des femmes qui n'étaient pas seulement affichées, qui étaient des têtes de liste. Anne Hidalgo, donc pour le Parti socialiste, et Nathalie Kosciusko-Morizet pour l'UMP. Et ce duel de dames, comme il a été baptisé par la presse, a justifié donc une couverture, une surexposition médiatique des deux femmes. Donc je vais vous les montrer. Les autres candidats, on n'en a quasiment pas entendu parler. Voilà, elles étaient omniprésentes, le duel de dames, qui pouvait faire penser que la parité, ça y est, c'est réglé. Les femmes emmènent des listes, on a quelques femmes dans des grandes villes, mais en fait, c'était vraiment l'arbre qui cache la forêt, puisque seulement 17% des listes au niveau national étaient emmenées par des femmes. Donc, en réalité, ce qu'on voudrait insister, c'est qu'il y a quelques symboles très présents médiatiquement qui masquent en réalité l'absence et la nette sous-représentation des femmes à la tête des collectifs. L'autre phénomène que l'on commence à pouvoir mesurer, à pouvoir quantifier, c'est, après 14 ans de loi sur la parité, c'est la forte rotation des femmes politiques. Dans des assemblées qui sont obligatoirement mixtes et paritaires, ce qu'on constate, c'est que vous n'avez pas le choix, il faut qu'il y ait à peu près la moitié de femmes. Mais on va changer les femmes beaucoup plus vite que les hommes. Donc par exemple, on l'avait déjà observé au Conseil de Paris de 2001, où en 2008, on avait changé 63% des femmes de 2001 et 48% des hommes. Rebelote en 2014, le Conseil a été renouvelé à 59%, les femmes ont été changées, et seulement 41% des hommes. Donc ça, c'est un effet un peu caché de la parité. C'est certes, il y a des femmes, mais elles font majoritairement un mandat, tandis que les hommes tiennent plus longtemps. Et cette plus forte rotation des femmes élues, elle est liée très clairement aux logiques qui ont présidé à leur recrutement. Si vous êtes recruté pour des qualités liées à une improbable nature féminine et qu'on vous incite à mettre en avant des qualités stéréotypées, désintéressement, pureté, concrétude et beauté, vous allez moins bien tenir votre position que d'autres, et notamment les carrières menées par les hommes, fondées sur des capitaux plus classiques d'engagement dans le parti et de consolidation des positions.
Alors voilà, le critère de la beauté, j'avais une autre citation d'entretien, c'est une élue qui au contraire critique les autres femmes de son parti, toujours le parti de droite, qui sont sélectionnées selon elle sur de mauvais critères, et qui dit quand on les sélectionne parce qu'elles sont les maîtresses d'eux ou parce qu'elles sont jolies, après on est tranquille parce que on est sûr qu'elles vont rien dire. Elles doivent tout à l'homme qui leur a donné leur position, et donc finalement elles vont être là simplement pour renforcer son leadership. Et puis c'est vrai que ce critère d'appréciation de la beauté physique, il n'intervient quasiment jamais pour les hommes politiques, alors qu'il est systématiquement mobilisé pour les femmes. Voilà, donc vous l'avez compris, on pousse les femmes sur le devant de la scène, mais elles sont en réalité souvent exclues des coulisses de la politique, des coulisses qui sont si importantes pour consolider les carrières. Voilà, par exemple, à Paris, 2 candidates principales, mais leurs directeurs de campagne, ce sont des hommes. Voilà. Et les directeurs de campagne, c'est la position stratégique par excellence. C'est très visible aussi qu'à Paris, Anne Hidalgo comme Nathalie Kosciusko-Morizet ont été sans arrêt présentées comme étant là par la volonté des hommes qui avaient fait leur candidature. Donc pour Hidalgo, elle était la dauphine de Bertrand Delanoë, son mentor. Et puis pour NKM, c'était les barons de l'UMP qui avaient décidé de sa candidature. Et dans la presse, on a fait une petite revue de presse, c'est sans arrêt, voilà, elles sont ramenées à leurs protecteurs, à ceux qui ont autorisé leur candidature. Et du coup, on doute de leur autonomie, de leurs compétences, leur capacité à mener la campagne. De temps en temps, quand même, retour du refoulé dans l'idée de on affiche les femmes. Cette affiche de campagne, c'était les municipales de 2008, donc des listes strictement alternées, mais regardez comment on la présente. Hein. Vous avez 2 hommes en gros, un 3e là, et puis les femmes en petit là qui s'alignent en bas. Donc voilà, là on a vraiment pensé que c'était ça, retour du refoulé de temps en temps. Néanmoins, on voit qui compte vraiment sur la liste. Et puis en 2014, on trouve que cette présentation par colonne, donc les hommes à gauche, les femmes à droite, ça donne l'impression que les femmes sont un peu les suppléantes quand on lit. Alors, bon, ah ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, bon voilà, même quand c'est une femme qui emmène la liste, cette présentation par colonne les pousse comme venant après. J'en viens à mon 3e mécanisme. Et je suis dans les temps. Sur le principal problème, peut-être, qui fait que la parité ne change pas la politique, c'est qu'on est toujours dans une fabrication genrée des identités politiques. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que le champ politique serait même un des espaces du monde social où les règles formelles et informelles sont les plus difficiles à subvertir, les règles d'exclusion. Là, ce qui joue sans doute, c'est le poids de l'histoire. C'est donc un microcosme qui a été historiquement construit par et pour les hommes. La démocratie, ça on le sait, je crois que ça joue aussi pour la Belgique, hein, tout en se réclamant de l'égalité des droits. Elle s'est fondée sur l'exclusion des femmes. Alors particulièrement en France, hein, vous le savez, là, un des premiers États à donner le droit de vote à tous les hommes en 1848. Et un des derniers a donné le droit de vote aux femmes en 1944. La citoyenneté de cette fameuse République universaliste, elle a été fondée sur la différenciation des sexes et sur l'exclusion des femmes. Et depuis lors, c'est-à-dire qu'il y a eu une traduction par le politique de la question du genre, et le politique est devenu un lieu privilégié de production du genre. Et ça, je crois qu'il y a encore un impact aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un champ où on peut produire sans arrêt et avec une certaine efficacité de la différenciation. La différence des sexes, elle existe, mais elle a été traduite en différenciation par le champ politique, qui lui a donné un sens en ne donnant pas les mêmes droits aux hommes et aux femmes. Bref, voilà, le politique a été façonné par les hommes. L'apprentissage des rôles politiques tout au long du 19e siècle, qui s'est fait très progressivement pour les hommes, a conduit à ce que la politique apparaisse comme leur domaine de prédilection, avec un espace public qui leur était réservé. On discutait de politique dans les cafés, dans les foires, etc., dont les femmes étaient majoritairement exclues.
Et voilà, notre thèse, c'est de dire cette histoire sédimentée a encore un impact aujourd'hui. Et voilà, ça c'est je vais venir aux exemples très actuels. Hein. On est dans un contexte paritaire, tout le monde est pour l'égalité des sexes, et pourtant, le racisme, le sexisme, le mépris de classe, l'homophobie s'expriment toujours dans le champ politique de manière assez directe, peu médiatisée. Alors certes, les mauvais discours, les mauvaises pratiques vont être dénoncés, publiquement condamnés, notamment par la vigilance des féministes, mais ils perdurent, ils se reproduisent dans des situations ordinaires. Un exemple autour de l'actualité politique française est autour de Cécile Duflot, qui était ministre du gouvernement en 2012. Elle est écologiste. Elle était ministre du logement, de la politique de la ville et des transports, je crois. La première fois qu'elle arrive au gouvernement, elle arrive en tant qu'écologiste, en jean. Et elle se fait extrêmement attaquer par les représentants de la droite, Nadine Morano, Jean-François Copé, qui dénoncent qu'elle n'est pas sérieuse, donc il est impossible de se rendre à un conseil des ministres vêtue de la sorte. Donc elle se fait critiquer. On ne sait pas bien si c'est parce qu'elle est une femme ou si c'est parce qu'on juge qu'elle n'est pas sérieuse de venir en jean à un conseil des ministres. En 2012, elle est à l'Assemblée nationale, elle répond à des questions, et là elle a fait un effort, elle a mis une robe à fleurs, elle n'est pas du tout en jean, et là elle se fait siffler par les députés, hommes notamment de droite, qui la chahutent sur sa surféminité. Donc en fait ça va jamais, c'est-à-dire soit elle n'est pas assez femme, soit elle l'est trop, voilà. Et puis le bouquet final, c'était en décembre 2012, Samuel Lafont, qui est quand même un conseiller technique à l'UMP, qui publie sur son compte Twitter un montage où il la compare à plusieurs animaux de ferme, voilà, vous voyez, très subtil, très fin. Voilà. Donc des attaques sexistes fréquentes, directes, plus récemment avec la nomination de Najat Vallaud-Belkacem, on a eu voilà, ce tweet aussi. Voilà, sur Twitter, il se passe des choses fréquentes. Et en Belgique, j'ai lu ça hier aussi, des propos sexistes envers Nawal Benhamou, député fédéral PS, je ne sais pas si vous avez suivi, voilà. Donc j'ai mis l'extrait parce que c'est quand même assez fort. Donc elle est toute jeune, elle arrive, elle fait sa première intervention sur la fonction publique. Et donc c'est Jean-Jacques Flahault, il faut le dénoncer apparemment, député MR, qui la félicite. Elle parle bien, elle est intelligente, et moi je peux me permettre, elle est jolie. Mais j'ai un peu l'impression que c'est Alice au pays des merveilles, en pleine séance, hein, ce commentaire. Et pourquoi il peut se le permettre? La suite, parce que voilà, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, cela je suis gay, tout le monde le sait, il n'y a donc pas de côté sexiste de ma part, ce n'est pas comme si cela venait d'un homme hétérosexuel. Alors ça, j'ai trouvé assez fort, ça, on ne l'avait pas encore eu en France. Mais voilà, on voit bien quand même que ça fait partie des... Voilà. Simplement, c'est quand même relevé et dénoncé, et elle s'est défendue, voilà, donc, mais simplement, ça continue à se produire. Donc ces attaques misogynes fréquentes révèlent toujours la double contrainte dans laquelle sont insérées les femmes politiques. Elles sont soit trop féminines, soit pas assez. Et ce cadrage des femmes politiques, il est co-construit aussi par les médias et par les journalistes. C'est ce que je voudrais montrer tout de suite. Voilà des exemples sur ces couvertures je me dépêche un peu, des magazines. Donc, Ségolène Royal présentée comme l'emmerdeuse, aux États-Unis aussi avec Hillary Clinton, qui est prête à marcher et à écraser tout le monde avec son talon aiguille. Et puis, même lorsque l'on parle des hommes politiques, une manière de les... donc, ces femmes qui lui gâchent la vie, le pauvre. Et quand on veut l'attaquer, on passe par sa féminisation, c'est-à-dire c'est monsieur faible, c'est pépère, c'est son impuissance, bon, une figure qu'il a pu retourner avec l'affaire Gaillet. Mais bon, néanmoins, on voit bien que le genre, c'est un langage de pouvoir qui permet aussi de valoriser ou de dévaloriser des professionnels de la politique. Ce qu'on sait aussi très bien, c'est qu'on invite moins les femmes dans les médias. Donc vous voyez là les proportions dans les grands médias nationaux sur les matinales. Voilà, là,
on est souvent en dessous des 25%. Voilà, bon, c'est bien connu. Comment parle-t-on des femmes politiques? Ça aussi, c'est très classique, mais on est fasciné par l'inertie de ce style. Voilà, systématiquement, lorsque vous avez un portrait de femme politique, il est fait référence à son physique, la manière dont elle est habillée, son entourage, sa famille. Donc on vous a donné voilà, là le cadrage sur la campagne municipale. C'est voilà. On avait des exemples très très nombreux. Donc toujours le physique, l'évocation de l'intimité, le look, alors même qu'on a affaire, là dans le cas de la campagne parisienne, comme dans le cas de la candidature de Ségolène Royal, à des femmes qui ont une formation très importante, aussi bien du point de vue de leur diplôme que de leur expérience dans le parti politique, dans les mandats assurés, et qui en plus revendiquent une conscience féministe. Et c'était le cas des deux candidates à Paris qui, dans leur autobiographie, commencent par un chapitre sur leur conscience féministe. Conclusion. 14 ans en France, donc après le vote de la loi sur la parité, ces trois mécanismes que j'ai essayé d'exposer permettent de comprendre comment la parité n'a pas bouleversé la clôture du champ politique. La réalité, elle sert de cache-sexe. Il y a ce consensus apparent, mais derrière ce consensus s'organise une préservation de l'entre-soi masculin en politique, les coulisses et les véritables postes de pouvoir, et par ailleurs la production d'un ordre du genre conservateur où on continue à être dans une logique différentialiste et hiérarchisée sur les qualités féminines et masculines en politique. Ces mécanismes en trompe-l'œil se retrouvent très largement à l'échelle internationale. On a quelques symboles qui masquent la sous-représentation des femmes dans les principaux lieux de pouvoir. Et puis peut-être que tout cela, ça incite à réfléchir aux propriétés spécifiques de l'espace politique par comparaison avec d'autres univers sociaux. Est-ce que la domination masculine est particulièrement à l'œuvre dans le champ politique? Et on va pouvoir réfléchir peut-être par comparaison avec la haute administration publique, avec l'exposé de mon excellente collègue Laure Périni.